La petite école est donc un lieu de préscolarisation pour des enfants qui n'ont jamais ou peu été scolarisés avant leur arrivée en Belgique. On se veut un lieu de préventif et non de remédiation. Il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles beaucoup de projets de remédiation aux problèmes scolaires et nous on se veut être en amont de l'école pour préparer ces enfants, notamment à travailler la confiance en eux pour pouvoir s'appuyer dessus et ainsi intégrer l'école. Donc on ne se veut pas un lieu de rattrapage d'un programme scolaire, mais bien un lieu où on apprend les codes de l'école, de socialisation, et donc on leur donne un cartable. En effet, on essaie de travailler l'autonomie à la petite école, mais je pense que c'est lié avec la confiance en soi en fait. Les deux sont liés l'un à l'autre. Il y a un professeur qui s'appelle Bernard Delvaux qui parle de l'autonomie comme en fait une capacité à faire seul ce que le pouvoir veut qu'on fasse, donc ce que l'enseignant demande de faire. Et ici, on voit plutôt l'autonomie comme quelque chose, s'appuyer sur une capacité propre qui est déjà présente dans l'enfant. C'est de nouveau une question du regard et c'est vrai que la question du regard à la petite école est omniprésente. Donc si on doit aussi définir la petite école, c'est permettre à ces enfants de porter un autre regard sur eux-mêmes, mais aussi les enseignants, quoi. Ça veut dire qu'on ne va pas focaliser sur ce qui n'est pas encore là, mais c'est essayer de renforcer ce qui est déjà là et que eux, pour de nouveau, voilà, que ces enfants puissent s'appuyer là-dessus et se restructurer pour partir à la grande école. Au tout début du projet de la petite école, on était fort focalisé, donc c'est de nouveau une question du regard, sur le vécu passé de tous ces enfants. À savoir que la plupart des enfants, en tout cas les premiers enfants arrivés à la petite école, étaient des enfants qui avaient tous vécu la guerre d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qui avaient quitté des pays en zone de guerre et dont les parents au moins avaient vécu la guerre. Et donc au début on était nous-mêmes comme happés par ces situations post-traumatiques. Mais au fur et à mesure qu'on travaille ici, on apprend un peu à déplacer ce regard et plus les regarder comme des enfants traumatisés justement, mais essayer de travailler avec eux comme des enfants en fait. Et je pense que le fait qu'on déplace ce regard-là et qu'eux-mêmes sentent qu'ils ne sont, bien sûr qu'on a connaissance de leur vécu, mais qu'ils ne sont pas porteurs que de ce vécu-là et qu'ils ont droit aussi de revenir des enfants, fait qu'à un moment donné, ils se réautorisent à redevenir des enfants qui n'ont pas pu être au vu de leur histoire. Et donc le point commun entre tous ces enfants, si on prend un autre regard que juste le fait qu'ils ne soient pas scolarisés, ce sont souvent des enfants qui ont dû grandir trop vite et qui n'ont pas pu s'offrir cette part d'enfance en eux-mêmes. Et donc c'est vrai qu'ici, on essaye, en tout cas, en se reconnectant à notre propre enfance à nous, de les reconnecter à la leur, quoi. Et donc c'est toujours cet aller-retour entre ce que nous on peut leur donner et ce que eux peuvent nous donner de leur part d'enfance, quoi. En moyenne, 20 enfants passent par la petite école par année, mais on travaille avec 12 enfants maximum par groupe, donc à la fois. Et depuis 8 ans que la petite école existe, 164 enfants sont passés par ce lieu. Ce sont des enfants qui ont entre 6 et 15 ans. En tout cas, les enfants avec lesquels on travaille le mieux, c'est évidemment les enfants qui sont en âge primaire. L'équipe pédagogique, donc du matin, on est 5. Donc il y a Julie qui, elle, travaille toute la question de la langue à partir du livre et aussi l'approfondissement de la langue lecture-écriture. Il y a Corentin qui, lui, est l'instituteur de la petite école. Et puis il y a aussi Maya qui, elle, est céramiste et donc elle fait l'atelier terre avec les enfants. Il y a Alexis qui est ébéniste et qui fait l'atelier bois avec les enfants. Et puis il y a moi qui travaille dans l'espace observation et donc qui travaille tout le rapport à l'imaginaire. Et puis il y a les ateliers des après-midi, donc ils ne font pas partie à proprement dit de l'équipe pédagogique quotidienne,
Et là, il y a pour le moment l'atelier karaté, donc avec Christine. Et puis, depuis le début du projet, il y a l'atelier geste, qui est un atelier théâtre avec une comédienne professionnelle qui s'appelle Sophie Sénéco. Donc il y a 5 membres de l'équipe pédagogique au quotidien, et puis il y a des intervenants extérieurs, et pour l'instant il y a 2 intervenants extérieurs. En tout cas, c'est vrai que les enfants qui arrivent à la petite école, pour diverses raisons, ce ne c'est pas uniquement dû parce qu'ils ont vécu des traumatismes de guerre, mais c'est plutôt une question de codes aussi sociaux. Ce sont souvent des corps qui sont agités, tendus, pour diverses raisons, dont on ne connaît pas toujours les causes. Et ce sont tantôt des enfants qui n'ont pas appris, voilà, moins appris peut-être à demander par les mots, mais plus avec les corps. Et donc ça arrache, ça tape, ça tombe aussi par terre. Mais une chose assez récurrente, c'est la question des limites, quoi. Des limites de leur propre corps, des limites du corps des autres. On remarque ici il y a des enfants, les enfants Peul, donc c'est des enfants qui viennent du Sénégal, de culture Peul, qui est un peuple semi-nomade. C'est des enfants, en tout cas les enfants qu'on a eus ici, qui ont vécu généralement dans des grandes plaines en fait. Et souvent on se posait la question on voyait qu'ils ne voyaient pas les limites ni sur leurs feuilles, mais ni les limites physiques quoi, autour d'eux. Donc c'est des enfants qui débordent, même la petite école est trop petite. C'est comme si la petite école les contraint et ils ont besoin de plus grands, quoi. Alors là, on se demande, est-ce que c'est pas aussi une question de vision, quoi, et donc d'apprentissage? Est-ce que le regard ne se formate pas, n'est pas une chose apprise aussi, à savoir, voilà, les plaines et donc ce regard non arrêté par des verticalités, alors que nous, ici en ville, les frontières sont permanentes. On a besoin de bouger et en fait ces corps sont comme comprimés derrière ces bancs et dans les classes. Et c'est vrai qu'ici à la petite école, en tout cas il y a une place différente qui est proposée à ces corps, à savoir qu'ils ont une possibilité de bouger, qu'on observe aussi que par exemple les premiers mois, ces enfants ont généralement une attention très courte. Et donc de leur demander de faire une classe de 50 minutes, c'est leur demander, enfin c'est comme les torturer quoi. Et donc ça c'est pas possible. Et donc on fait des ateliers de classe de parfois 15 minutes. Et en fait ce qui va se passer ici à la petite école, c'est qu'on va essayer de comme rallonger ce temps d'attention de plus en plus en fait. Et donc là, c'est comment on va travailler chacun dans nos ateliers, parce que bien sûr, il y a la classe qui est l'endroit le plus important symboliquement par rapport à notre objectif de les amener à l'école. Mais c'est comment étirer cette attention et c'est comment en fait apprivoiser leur propre corps, quoi. Et donc, c'est accepter qu'un enfant dessine et en fait s'énerve et en vient à déchirer parce que ça ne lui plaît pas, ou parce qu'il appuie beaucoup trop fort sur son crayon et qui perce presque la feuille. Et donc c'est à travers des choses comme ça en fait qu'on voit que, et donc là je vais reparler d'un point de vue scolaire, c'est que l'apprentissage en lui-même, si on ne le fait pas par des détours, devient un lieu d'angoisse en fait pour ces enfants-là et devient source de débordement physique. Je vais pas te faire mal et tu vas pas me faire mal. Est-ce que tu veux faire un masque avec Kelly? Tu veux faire un masque avec Kelly? Regardez qu'ici à la petite école, on se permet, chose qui est très tabou aujourd'hui et encore plus par exemple par rapport à l'instituteur qui est M. Corentin, qui est l'homme de la petite école. Mais c'est vrai que les enfants vont beaucoup se confronter physiquement à Corentin. Donc c'est tantôt aller se frotter à lui lui sauter dessus, lui tenir la main. Et donc il cherche les frontières de l'autre en fait. Et ici il y a la possibilité d'expérimenter ça en fait, ce rapport et ce contact à l'autre.
ce qui est chose complètement à l'antipode de l'école. C'est un sujet délicat, mais qu'on n'a pas le droit de toucher les élèves. Et ici, ils ont cette possibilité-là. Ils ont cette possibilité de... Il y a une enfant afghane qui, pendant des mois et des semaines, venait tester nos corps de Julie et moi, où elle venait caresser non-stop et puis d'un coup pincer. Donc ça passait d'une émotion à l'autre, ce qu'elle ne fait plus du tout aujourd'hui. Mais elle a eu cette possibilité d'expérimenter ces corps-là. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que ça se fait plutôt sur nous plutôt que sur les enfants. Dans chaque atelier, on a un peu des trucs. Donc par exemple, chez moi, c'est la question du travail sur papier calque. Et donc, leur donner une feuille blanche, par exemple, c'est à un moment donné où en fait, il y a trop de choses qui sont demandées. C'est un rapport au blanc, donc à l'imagination, à la capacité de se projeter, à savoir dessiner, ce qui n'est pas toujours le cas. Tandis que le fait du calque, en fait, c'est reproduire et c'est suivre quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez contenant et de rassurant. Et donc, c'est vrai que dans les différents ateliers, c'est une question aussi de ne jamais les mettre en échec. Donc, on trouve toujours des exercices qui, petit à petit, se complexifient, mais ne les mettent jamais en échec. Par exemple, dans l'atelier de Maya, elle a aussi des fiches explicatives où chaque geste est expliqué. Et donc, en fait, les enfants n'ont plus qu'à reproduire quelque chose. Et donc là, en ce sens-là, on se base aussi sur une sorte de pédagogie explicite. On montre, on fait ensemble et puis ils sont capables de reproduire. Et cette question de l'autonomie revient là aussi, c'est que petit à petit, cette question d'autonomie se passe par des gestes. Et ce qui est assez beau, c'est qu'à un moment donné, les enfants, par exemple de la petite école aujourd'hui, pourraient m'apprendre à moi à faire les exercices chez Maya. Ça veut dire qu'ils sont devenus quelque part plus experts dans l'atelier céramique que moi-même. Et donc ils acquièrent en fait des sortes de mini-expertises où ils reproduisent jusqu'au moment en fait, où ils ont la possibilité de produire quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais par eux-mêmes en fait. Mais c'est vraiment cette question de contenir les corps par le fait de pouvoir s'appuyer sur des gestes répétitifs et ritualisés pour petit à petit arriver à la maîtrise de ces gestes-là et enfin s'en libérer en créant autre chose. C'est un peu le procédé qu'on applique dans les différents ateliers. Ces enfants qui arrivent souvent pas très souriants, il est vrai, commencent à sourire très très vite. En 2 semaines, ils retrouvent un sourire en fait. Je pense que cette possibilité présente de pouvoir exploser sans être réprimandé et empêché de pouvoir le faire, en fait, quelque part endigue déjà une partie de ces colères en fait. Parce que les enfants le sentent très bien. Donc ça peut arriver 1 fois, 2 fois. Et puis en fait, ça ne se produit plus parce qu'en fait, ils ont testé, je pense que c'est de nouveau une question de test des limites, de ses propres limites, mais de la limite des autres aussi. Et il y a une belle histoire, c'est un enfant qui vient en effet de zone de guerre et qui a une histoire assez compliquée, mais quand il était ici, il explosait souvent et lui, on n'a jamais réussi à endiguer cette colère-là. Ça a été jusqu'au dernier jour où 1 fois par semaine, il avait des grandes explosions. Et aujourd'hui, il est à la grande école et c'est lui qui fait la médiation dans la cour d'école entre les personnes qui se bagarrent en leur disant « mais tu sais, tu pourrais faire ça autrement ». Et donc c'est lui qui donne des outils aux autres pour régler leur propre colère, quoi. Et dans la question des bagarres et des colères, c'est de nouveau ça, c'est à un moment donné les connaître assez bien en fait, ou en tout cas les avoir assez observés pour comprendre qu'à un moment donné, il y a moyen de déjouer en fait ce moment-là en les emmenant ailleurs, quoi. Par exemple, un enfant qui est en train de taper et tout ici, et c'est petit à petit l'amener à aller clouer avec moi dehors, ou
je pense que aussi l'utilisation d'outils ou de machines très dangereuses, parce qu'il y en a qui sont très dangereuses dans l'atelier de Alexis, c'est petit à petit en fait les mettre eux-mêmes en état de danger, et donc ils savent qu'ils doivent porter une attention particulière, ou sinon les choses s'arrêtent tout de suite. Il y a des règles très précises chez Alexis en atelier menuiserie. Et donc c'est aussi petit à petit leur montrer qu'on a confiance en eux, permet de réguler aussi une sorte de mauvaise utilisation de l'outil qu'ils pourraient avoir, quoi. Enfin, dans l'atelier cuisine, il y a des grands couteaux, ils coupent avec des couteaux comme ça. C'est arrivé une fois qu'il y a un enfant qui a levé son couteau, hop, c'est l'atelier cuisine, il sait que pendant une semaine, il n'ira plus. Et donc, c'est de nouveau avoir, en fait, le cadre de la petite école, c'est un cadre très strict et très ritualisé, très structuré, mais à l'intérieur duquel on a énormément de liberté. C'est ça, table, madame. Ça va bien? Oui. Bonjour Nordine. Tantôt, je parlais des corps qui se touchent, mais il y a évidemment toute une série de matériaux comme le sable. Donc c'est vrai qu'on a un bac à sable dans lequel je faisais le rituel du au revoir, et donc c'est couler en fait du sable sur les mains. Et en fait, ça c'est un enfant de la petite école qui m'a donné, il m'a dit « Madame Marie, regarde ce qui se passe ». Et en fait, quand on fait verser du sable sur les mains, on a l'impression que c'est de l'eau qui coule. Et donc en fait, tous les matériaux à la petite école, alors ce n'est pas que pour une question tactile, mais visuelle aussi, sont choisis, quoi. Par exemple, on ne choisit rien en plastique. Tout le travail de la classe, par exemple, Corentin généralement dessine, ou en tout cas, ce n'est pas des photocopies. On a beaucoup d'objets exposés pour essayer d'éveiller en fait tous les sens, et en tout cas que ces sens, en fonction de chaque enfant, puissent être stimulés s'il en a besoin. Il y a par exemple un enfant qui est Mohamed, qui est un petit, où on sentait qu'en fait, bébé, il n'a pas dû être beaucoup stimulé. Et ici, presque lui faisait un peu peur, quoi. Et donc, il a passé son temps, à un moment donné, c'était aller chercher de la terre et de l'eau, et pour finir, à la fin, il était presque avec sa tête dans la bassine d'eau. Mais c'était, voilà, on sentait que c'était en tout cas, c'était thérapeutique pour lui, en fait, ce contact avec l'eau. Et donc ici aussi, c'est vrai qu'on les met en contact. Et donc c'est un peu comme une sorte de pédagogie du maternel, parce que c'est des choses qu'on expérimente plus par le maternel, mais qu'on réadapte et qu'on fait en sorte que ça ne paraisse pas trop enfantin pour des enfants âgés de 6 à 16 ans. Et c'est vrai que la terre, pour ça, a un énorme effet thérapeutique. Ça doit être remonté à quelque chose de presque archaïque, mais c'est vrai que ce mélange de l'eau et de pouvoir faire de la boue, et ça, Maya aussi le permet à certains moments. Pas toujours, parce qu'il faut aussi cadrer, mais c'est vrai qu'il y a certains ateliers où elle sent que les enfants ont besoin en fait de juste parfois pouvoir toucher cette terre. Maya, son rituel de fin d'atelier, c'est de nettoyer la table et puis il nettoie les outils. Et il y a bien souvent des enfants qui passent plus de temps à la question du nettoyage des mains et donc de verser de l'eau, de l'écouter se verser, de nettoyer les outils, que à l'atelier même de modelage, quoi. Et pour revenir au sable, de nouveau, c'est vrai qu'on pense que c'est souvent les petits qui veulent jouer avec le sable. Et parfois, en fait, c'est surprenant, mais en fait, c'est une matière qui est très relaxante, en fait, même pour les adultes. Et souvent, à un moment donné, on voit les plus grands qui finissent par dire qu'ils viennent jouer comme ça dans le sable, et puis ils se mettent à jouer à la dinette avec les autres enfants, et c'est un moment de dialogue, et on voit que ça leur fait du bien aussi, à eux. Les rituels, c'est ce qui structure en fait l'ensemble de la petite école, à savoir qu'il y a des rituels de début, de fin de journée, mais aussi de début et de fin d'atelier. Et donc pourquoi c'est important pour nous, c'est qu'en fait ça met en place, c'est un temps très précis où l'enfant sait exactement ce qu'il doit faire, et en fait ça lui permet de petit à petit de commencer la concentration
pour se mettre au travail en fait. Pour nous, enfin, la petite école, c'est une grande chance, c'est aussi ce temps qu'on se donne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pédagogie du résultat, on n'est pas dans une pédagogie de la rapidité, on sait qu'on n'arrivera pas au même endroit avec chaque enfant, qu'on arrivera avec chaque enfant à un endroit différent et dans un temps différent. Et c'est pas grave en fait. Et donc voilà, oui, c'est vrai que la mise en place des rituels, c'est juste prendre le temps de faire ça. Mais je pense que ça donne, ça structure non seulement la petite école et ses différents moments, mais ça structure l'enfant. Je dois te parler. Tu veux qu'on prenne le téléphone? Mohamed, Oui. tu vas aller à la grande école alors? Oui. Oui? Oui. Alors demain, avec ta maman, on va aller ensemble, Marie, Aziza et Mohamed, on va aller voir la nouvelle école de Mohamed. Ok. Alors le résultat, c'est quand l'enfant, on sent qu'il a envie de partir de la petite école. Et ça, c'est un bon signe pour nous. C'est quand l'école, la grande école devient de nouveau ce lieu de fantasme. Parce qu'on ne veut pas se substituer à l'école. Ça, c'est très important pour nous. On veut vraiment rendre l'école possible, notamment parce qu'il y a une socialisation qui n'a pas lieu ici. Je veux dire, on parle de 12 enfants qui sont âgés entre 6 et 16 ans. Et donc la question des pairs sur lesquels on peut s'identifier est plus compliquée ici. Et puis il y a une autre question qui est plus compliquée ici qu'à l'école, c'est cette question du regard. Et donc les enfants, et ça c'est aussi un bon indicateur du moment en fait où ces enfants sont prêts, c'est quand en fait ils en ont un peu marre d'être sous notre regard, quoi. Et donc qu'on soit trop attentif à eux. On sent qu'ils ont envie de s'échapper un peu de cette attention qu'on leur porte et de pouvoir se cacher parmi d'autres enfants.